Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons attaquer la preuve de la complexité des structures Union Fine. C'est une preuve un peu technique et pour bien la comprendre, vous aurez besoin non seulement d'écouter la vidéo, mais aussi de regarder attentivement les slides que je vais associer à la vidéo et aussi prendre un papier, un crayon et travailler. C'est vraiment une preuve un peu plus technique que d'habitude et la faire en quelques minutes est un peu difficile. J'en profite pour dire un petit mot. Aujourd'hui, repasse devant l'Assemblée la loi LPPR, qui est devenue la loi LPR, mais qui est tout aussi nocive pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et nous sommes toujours mobilisés contre cette loi. L'objectif, je vous le rappelle, donc c'est des structures qui gèrent les partitions d'un ensemble, et notamment avec deux opérations. Une opération find qui est capable d'aller chercher le représentant pour du sous-ensemble dans lequel est contenu l'élément petit x, ce qui permet de tester facilement comme ça si deux éléments sont dans le même sous-ensemble. Et aussi, on veut faire des unions, et plutôt que faire même des unions, on va s'intéresser à l'opération link, qui consiste à relier deux racines de sous-arbres entre elles, pas n'importe comment, je vous le rappelle. Et donc, en fait, union se ramène à un codage avec deux find suivis d'un link. Alors, l'idée ici de cette preuve de complexité, ça va être d'évaluer le coût total de M opérations, qui sont les opérations make-set pour créer des singletons, find et link, dont N opérations de make-set. Ok, donc on va bien sûr avoir petit n qui est plus grand que n. Et le théorème que l'on veut montrer ici, c'est que ces M opérations vont avoir une complexité totale en grand O, m fois log étoile de n. Je vais revenir sur la définition de log étoile de n. C'est une preuve de complexité paramétrée, c'est-à-dire que plutôt que d'évaluer individuellement l'opération find et l'opération link, on va évaluer tout ensemble, et cela permet d'avoir une vision un peu plus fine que prendre les opérations séparément l'une de l'autre. C'est une technique assez classique en complexité que vous n'avez pas encore vue. Je vous renvoie pour une analyse plus exhaustive au livre The Design and Analysis of Computer Algorithm. C'est un super livre et donc je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Donc maintenant on rentre un petit peu dans la technique. Donc le log étoile d'un nombre n, d'un entier n, c'est le plus petit i tel que supérieur ou égal à 0, tel que lorsqu'on emboîte i fois l'opération log en base 2 et qu'on l'applique à n, eh bien on tombe sur un nombre plus petit ou égal à 1. Ok, donc c'est si vous prenez ce nombre-là, où vous avez 2 puissance, 2 puissance, 2 puissance, tout ça avec une hauteur de i, vous faites le log étoile de ça, ça vous donne la valeur petit i. Bien, c'est juste pour dire que c'est une fonction qui croît extrêmement lentement. Et si vous prenez à peu près n'importe quel nombre raisonnable, vous aurez un log étoile de ce nombre-là qui sera inférieur à 5. Mais c'est quand même une fonction qui est définie de manière tout à fait générale, et c'est ça qu'on veut utiliser. On pourrait obtenir un résultat encore plus fort avec l'inverse de la fonction d'Ackermann, mais on se contente du log étoile ici. Alors, je vous rappelle que les opérations de base, elles sont au nombre de 2. On a l'opération find, qui comprend une optimisation qu'on appelle la compression de chemin. Et lorsque vous faites un find sur un élément x comme ça, eh bien, vous allez remonter tout le long jusqu'à la racine pour trouver le représentant. Le représentant de l'ensemble, c'est la racine de cet ensemble qui pointe sur elle-même, c'est ça sa caractéristique. Et au fur et à mesure qu'on va remonter, on va raccrocher chaque état le long de ce chemin directement à la racine. On va donc compresser le chemin qu'on va parcourir, et c'est une idée fondamentale puisque plus le chemin que vous allez faire va être long dans un find, donc plus ça va coûter en termes de complexité, mais en fait, plus vous raccourcirez de futurs possibles find que vous ferez sur ces nœuds-là. Et c'est pour ça que ça va bien marcher. C'est de temps en temps, on peut payer un petit peu cher la complexité, mais on le fera rarement et ça nous permettra de gagner plus tard beaucoup. Et ensuite, le link, qui consiste à relier deux racines, se fait selon la logique des niveaux, c'est-à-dire que si R, qui est une approximation, on va voir, de la hauteur des arbres, seulement lorsqu'on a c'est seulement vrai pour les racines, on va voir pourquoi, eh bien, on va toujours coller le petit, c'est-à-dire le petit arbre, celui qui a un R
strictement plus petit sous celui qui a un R plus grand. Donc ici, on va coller Y sous X, hein, et donc on va Y ici, qui correspondait à la valeur 2, ne sera plus racine de son arbre, mais ce sera la racine 4 qui va qui va devenir le représentant des deux, de la fusion des deux ensembles. Alors, ce qu'on voit ici, hein, sur cet exemple, c'est que, justement, je reviens à cette histoire de petit r, il faut essayer d'évaluer exactement ce qu'il représente. Et ce qu'on voit, c'est que petit r n'est mis à jour, hein, n'augmente, que lorsque petit y ici est une racine. C'est-à-dire que lorsqu'on a choisi comme racine de l'arbre ces petits y, et que l'arbre qu'on colle sous y avait le même rang que y, alors on augmente de 1 le rang de y. Okay, et donc on ne met à jour un rang que lorsque le nœud en question est une racine. Alors, ce qu'on peut observer, c'est des choses très simples d'abord. La première remarque qu'on peut faire, c'est que à la création d'un singleton, on part avec un rang égal à 0. Ensuite, R de x va augmenter. Il va augmenter tant que x est une racine, c'est-à-dire tant que x pointe sur lui-même, c'est-à-dire pi de x égale x. Et puis, une fois qu'il n'est plus racine, eh bien, le champ R, le champ rang de x, ne sera plus jamais mis à jour. Donc ça, c'est une première remarque qui découle directement des opérations qu'on a vues, hein, puisque le seul changement qu'on fait du rang, c'est dans le union et qui concerne que la racine. La deuxième chose, c'est lorsque, pour tout x, pour tout nœud x, lorsque x n'est pas une racine, alors le rang de x est strictement plus petit que le rang de son père. Okay, c'est aussi quelque chose qu'on voit qui est fait à la création. Okay, lorsque x ne devient plus racine, plutôt, on le met sous un nœud qui est un rang strictement plus grand, ou s'il était égal, alors comme ce rang augmente de 1, eh bien, le rang du père sera toujours strictement plus petit. Et systématiquement ensuite, tous les links et les finds qui vont continuer d'être appliqués sur le père de x continueront d'assurer qu'on le reliera toujours à quelque chose de strictement plus grand. Et je vous rappelle que le rang de x, lui, ne bougera plus. Et une conséquence de ça, c'est que rang de pi de x va être croissant au cours du temps. Okay, et donc, aussi bien lorsque x est racine, hein, pour les raisons qu'on a dit au petit a, mais aussi lorsque il n'est plus racine, eh bien, tous les finds et tous les links ne peuvent que augmenter le rang. Soit il le laisse, soit il augmente le rang du père de x. Ok, donc ça c'est la première propriété. La deuxième propriété qui est fondamentale, qui est en fait d'estimer le nombre d'éléments, le nombre de fils que contient un arbre de racine x. J'insiste bien, il faut que x soit une racine. D'accord ? Donc si x est une racine d'un arbre de la forêt, alors l'arbre de racine x contient au moins 2 puissance R de x nœuds. Ça, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit juste que R de x donne une idée de la taille, du nombre d'éléments qu'il y a derrière, qu'il y a dans l'arbre de racine petit x. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai ? Eh bien, on peut remarquer qu'après la création d'un singleton petit x, c'est vrai, puisque A de x va contenir exactement un élément, et c'est bien 2 puissance 0. Ensuite, on peut voir que c'est conservé par les différentes lignes qu'on va faire. Lorsque je vais relier x à y, eh bien, soit R de x était strictement plus grand que R de y. Et dans ce cas-là, R de x ne va pas changer. Mais à ce moment-là, vous savez que le nombre d'éléments dans petit x désormais, donc dans x', on va dire, c'est le nombre d'éléments qu'il y avait dans x, qui est lui-même plus grand ou égal à 2 puissance R de x. Et comme c'est toujours la même valeur pour x', eh bien, on a toujours la propriété. Hein, et en plus, on avait bien sûr les nœuds de y, mais qu'on n'a même pas besoin de compter pour obtenir la propriété. Et si R de x était égal à R de y, c'est-à-dire à un certain k, alors on sait que le nouvel arbre de racine x' va avoir comme valeur k plus 1. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que cet arbre x', il va contenir tous les nœuds de x, tous les nœuds de y, qui étaient chacun plus grands que 2 puissance k. Donc 2 fois 2 puissance k, on va bien obtenir que le nombre de nœuds dans l'arbre de racine x' est supérieur ou égal à 2 puissance k plus 1.
Et enfin, on peut remarquer que les opérations find ne changent jamais le nombre d'éléments sous un nœud, sous la racine petit x. Encore une fois, c'est lorsque x est une racine. Ok, donc ça c'est une propriété importante. Ensuite, une nouvelle propriété, qui est donc la suivante. Pendant toute l'exécution d'un algorithme, qui va utiliser donc toujours M opération dont n makes 8, etc., eh bien, pour tout k supérieur ou égal à 0, on peut remarquer qu'il y aura au plus n sur 2 puissance k nœuds qui auront le rang k. Là, il faut bien comprendre ce qu'on fait. On est en train de dire que tout au long de l'algorithme, le rang des nœuds va changer. Un nœud aura plusieurs rangs dans sa vie. Certains d'entre eux, certains vont rester à 0, mais d'autres vont changer. Eh bien, si on regarde à chaque fois, le nombre de nœuds qui prendront une certaine valeur, donc on va compter les nœuds plusieurs fois, pour une certaine valeur k, eh bien, il y en aura au plus n sur 2 puissance k qui auront une certaine valeur de rang k. Plus le rang va être élevé, moins il y aura de nœuds qui vont prendre ce rang-là. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, la preuve est assez simple. Prenons un cas, fixons-le. Ensuite, nous allons utiliser l'idée suivante. On va supposer qu'à chaque fois que le rang d'un nœud passe à la valeur k, donc que dans le link, on associe la valeur k à un nœud à la racine petit x, eh bien on va supposer qu'on va colorier tous les nœuds de A de x, donc tous les nœuds qui appartiennent au sous-arbre de racine x, avec une certaine couleur, disons-la, appelons-la ck. Okay, donc on colorie tous ces nœuds-là. On sait par la propriété d'avant que lorsqu'on colorie tous ces nœuds-là, on colorie au moins 2 puissance k nœuds, puisqu'on sait que quand x est une racine, eh bien, le nombre de nœuds qui sont dans son sous-arbre, il y en a au moins 2 puissance r de x. Ok, donc on colorie au moins 2 puissance k nœuds. On sait d'autre part qu'un nœud ne sera jamais colorié 2 fois par la couleur ck. Pourquoi ? Eh bien parce que la racine, elle, ne peut recevoir que des valeurs supérieures ou devenir le fils d'une racine de rang strictement plus grand que k. Donc son rang ne peut plus, une racine ne peut pas recevoir 2 fois la valeur k comme rang. Et par ailleurs, le rang des fils, lui, nous savons qu'il est fixé. Ok, ça veut dire qu'un nœud ne peut être colorié qu'au plus une fois par la couleur ck. Et du coup, on sait qu'il y aura au maximum n nœuds qui peuvent être coloriés par la valeur ck. D'où l'idée qu'il y a, enfin le fait qu'il y a au plus n sur 2 puissance k affectation, opération, tiens, on affecte la valeur k à r de x durant toute l'exécution de l'algorithme. J'insiste bien que l'idée ici, c'est que durant toute l'exécution de l'algorithme, le nombre de fois où on fait cette affectation-là sur un nœud x, pour n'importe quel nœud x, eh bien c'est au plus n sur 2 puissance k. Ok, donc on va garder cette propriété-là et on va tout de suite en déduire déjà quand même quelque chose d'important. Donc c'est la même propriété ici. Donc la première conséquence directe de ça, c'est que en fait, le rang maximal qu'on peut avoir ici, c'est forcément inférieur ou égal à log de n. Ok. Alors maintenant, on peut s'attaquer véritablement au calcul de complexité. Lorsqu'on regarde le coût des n opérations MEC7 qui créent les singletons, on a une complexité en grand O de n en totalité. Un grand O de n représente les n MEC7. Lorsqu'on fait les opérations link, un link a toujours une complexité en grand O de 1. Okay, c'est constant. Grand O de 1 chacun. Okay, chaque appel de link a cette complexité-là. Du coup, on peut majorer la complexité de tous les links par grand O de m, où m, c'est le nombre d'opérations qu'on va faire. Il reste la question, évidemment, des find. Question qui est plus compliquée, puisqu'en fait, la complexité d'un find dépend de la longueur du chemin, lorsqu'on fait un find de x, dépend de la longueur du chemin entre x et la racine de son sous-arbre. Et là, ce qu'on va devoir faire pour estimer la complexité totale, ça va être d'estimer la somme des longueurs de tous les chemins parcourus par les find tout au long de l'algorithme. Alors, reprenons. Un find, ça consiste à prendre un nœud x et à remonter tout le chemin jusqu'à la racine r. Ok. Ce que nous savons, c'est que le rang de x
va être strictement plus petit que le rang de son père, qui va être strictement plus petit que le rang de son père, etc., jusqu'à petit r. Ok, c'est la première propriété qu'on a vue. Imaginons qu'on a lambda nœud sur ce chemin. Alors, le coût de ce find de x, c'est une certaine constante, okay, qu'on oubliera après puisqu'on passera au grand O, multiplié par lambda, le nombre de nœuds traversés par find de x. Et donc, notre objectif ici, ça va être compter le nombre total de nœuds traversés pour tous les appels find. Alors, pour cela, on va utiliser une technique qui peut paraître étrange au début, mais qui va s'avérer bien pratique. On va partitionner les rangs en plusieurs blocs. Je vais prendre un bloc B0, B1, B2, comme ça, et les rangs du bloc B0 seront inférieurs à ceux du bloc B1, qui seront inférieurs à ceux du bloc B2, etc. Ce qui va me permettre d'avoir la chose suivante, c'est que le long d'un chemin, comme j'avais avant, donc entre x jusqu'à la racine, eh bien, je vais avoir un certain nombre de... Je vais traverser des nœuds, je vais passer par des nœuds qui ont des rangs à l'intérieur d'un certain bloc, puis, à un moment donné, je vais avoir des nœuds d'un autre bloc, un bloc supérieur, puis à un autre moment, un bloc d'un autre, encore d'un autre bloc supérieur, etc., etc. Donc, je vais changer de bloc. Et maintenant, pour estimer le nombre total de nœuds traversés par tous les finds, etc., en fait, je vais faire deux comptages différents. Je vais compter les changements de blocs et aussi, dans ce comptage-là, je vais aussi ajouter le dernier arc vers la racine. Donc ça va me donner une quantité N1 qu'il va falloir que j'évalue, qui va être assez simple à évaluer. Et puis, je vais aussi ensuite compter le nombre d'arcs internes à un bloc, le nombre de nœuds traversés à l'intérieur d'un bloc. Et je vais le faire pour chacun des blocs. Et bien sûr, il faut que je fasse ça pour tous les finds. Alors, on avance. Quelle définition de bloc je vais prendre? Eh bien, je vais regrouper dans un même bloc tous les rangs R de même log étoile de R. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, lorsque le rang est... Je reviendrai au rang 0 plus tard. Lorsque le rang est 1, le log étoile vaut 0. Log de 2, ça va me donner la valeur 1. Pour les rangs 3 et 4, le log étoile va être 2. Pour les rangs de 5 jusqu'à 16, le log étoile va être 3, ce sera donc le bloc B3. De 17 à 65 536, ce sera le bloc 4. De 65 537 à 2 puissance 65 536, ce sera le bloc 5, etc., etc. Le rang 0, je vais le rajouter au bloc 0, ok, par convention. Je vais donc avoir la définition suivante. Le bloc I me rassemble tous les rangs qui vont de BI-1 plus 1 jusqu'à BI, et la définition de BI, de B0, ça va être 1, et de BI, c'est 2 puissance BI-1. Et le bloc 0, par convention, ce sera 0 et 1. Donc bien sûr, en pratique, je n'aurai jamais de rangs qui seront au-delà de 5, mais quand même, potentiellement, puisqu'on travaille avec n'importe quelle valeur, il est possible sur le plan théorique, il pourrait y en avoir. Ok. Maintenant, la propriété suivante qui va nous permettre de calculer la quantité N1 qu'on a vue tout à l'heure. Nous savons que le rang maximal est forcément inférieur ou égal à log de N. Nous l'avons vu tout à l'heure. Ok, ça signifie que le log étoile de R de max, est forcément inférieur ou égal à log étoile de log de N. Et ça, c'est par définition log étoile de N moins 1. C'est le nombre de logs que je dois emboîter pour obtenir 1, sauf que comme j'en ai fait 1 en plus ici, je retire 1 dans mon log étoile de N. Ok, ça signifie qu'il y a au plus log étoile de N blocs dans le long de n'importe quel chemin, à tout moment de l'algorithme. Ok, ça signifie quoi? Ça signifie que le nombre de changements de blocs plus le dernier arc vers la racine que je voulais compter tout à l'heure pour tous les appels possibles de find, etc., c'est log étoile de n fois petit m qui est le nombre maximum de find. Ok, donc ça, j'ai évalué facilement la première quantité. Je vais maintenant compter le nombre de transitions internes au bloc. Ok, donc on a repris la définition du bloc I. Et maintenant, je peux observer la chose suivante. Dans le bloc I plus grand que 0,
on peut voir qu'il y a moins de n puissance bi nœuds. Pourquoi? Eh bien, dans les nœuds du bloc I sont constitués des nœuds qui vont recevoir un jour le rang bi-1 plus 1. Ok, première valeur du bloc. Et puis bi-1 plus 2. Et puis bi-1 plus 3, etc., jusqu'à 2 puissance bi. Jusqu'à 2 puissance bi-1, c'est-à-dire bi, pardon. Ok. Nous savons par la propriété 3 que à tout moment de l'algorithme, le nombre de nœuds qui reçoivent le rang k est inférieur à n sur 2 puissance k. C'est-à-dire que le nombre de nœuds qui vont appartenir un jour durant toute l'exécution de l'algorithme au bloc I est forcément inférieur ou égal à n sur 2 puissance bi-1 plus 1 plus n sur 2 puissance bi-1 plus 2, etc. etc. Donc on fait la somme sur tous les rangs possibles de ce bloc-là. Je peux factoriser n sur 2 puissance bi-1. J'obtiens une quantité ici que je peux majorer par 1. J'obtiens à ce moment-là n sur 2 puissance bi-1. Et 2 puissance bi-1, c'est exactement bi. Et donc j'obtiens bien que le nombre de nœuds dans le bloc I durant toute l'exécution de l'algorithme, etc., est inférieur ou égal à n sur bi. Ok, on a donc cette propriété-là. Mais alors du coup, je peux aussi observer que le nombre maximum de nœuds de BI que l'on peut traverser avec un find, c'est, lorsque je rentre dans le nœud BI, le plus long chemin que je peux faire avant de sortir de mon bloc, c'est la valeur maximale du bloc BI, le plus grand rang que je peux rencontrer, moins le plus petit. Ok, je sais que j'ai des rangs toujours croissants là-dedans. Et donc, je peux, pour un nœud de BI, faire au plus BI, je vais majorer BI moins BI-1 par BI, c'est le nombre maximum de rangs que je peux rencontrer lorsque je remonte avec un find sur un nœud de BI. Et en fait, après avoir visité autant de nœuds, si jamais j'en visite BI, je sais que le nœud en question ne peut plus être relié à un nœud ayant un rang dans BI, puisque grâce au find, je sais que tous ces nœuds-là, à chaque fois que je les remonte, je les relie à quelque chose de supérieur. Et donc, si je prends un nœud de BI et qu'il me coûte en termes de comparaison BI comparaison, BI traversée, on va dire, c'est pas des comparaisons, des traversées, alors après ça, ce nœud, il compte plus rien. Il ne peut que compter dans le cadre de la quantité n, c'est-à-dire qu'il sera forcément rattaché à un nœud ayant un rang d'un bloc strictement plus grand. Et du coup, je peux évaluer le coût total des arcs internes au bloc BI je peux le majorer par n sur BI, le nombre de nœuds qui un jour appartiendra au bloc BI, fois le coût maximal que peut coûter un nœud du bloc BI. Et ça va me donner une majoration par petit n. Donc le coût du bloc BI, c'est O plus n. Ça, c'est pour un I strictement plus grand que 0. Pour le coût du bloc 0, qui contient les rangs 0 et 1, je peux aussi vite observer qu'il est inférieur ou égal à n. Je vous laisse faire ce petit calcul très simple qui procède avec un autre argument. En ce qui concerne le coût total des arcs internes au bloc BI, on a donc une majoration par n, quel que soit I. On en déduit donc la quantité N2. On sait qu'on peut majorer la quantité N2, donc le coût total des transitions internes de tous les blocs, par le nombre de blocs, log étoile de n, et le coût d'un bloc, petit n. On a donc fini, puisqu'on obtient que le coût total des appels des find est donc en grand taux de m fois log étoile de n, c'est la quantité n1, les passages entre blocs, n fois log étoile de n, c'est la quantité n2. À cela s'ajoute le coût total des links et aussi le coût total des make-set. On en arrive à la conclusion qu'on voulait obtenir, c'est-à-dire que le théorème suivant qui dit que m opérations make-set find link dont n make-set ont une complexité totale en grand taux de m log étoile de n. Encore une fois, cette preuve est technique, c'est un joli morceau d'analyse de complexité amortie. Je vous invite à la reprendre doucement en reprenant les slides et en éventuellement consultant le livre que je mentionnais au début de cet exposé.
et de prendre bien sûr un papier à crayon et de la refaire tranquillement.